Quand on dit Égypte, la première image qui vous vient, c'est le plateau de Gizeh, les pyramides de Khéops et les Mykénos. Puis, on gratte le premier tiroir, on arrive au deuxième tiroir, Saqqara, la pyramide de Djezer. On gratte au troisième tiroir, autour de la pyramide de Djezer, des mastabas. Et les mastabas sont presque toujours, je dirais, les mêmes, Ti, Taopet, Mereruka. Ce sont les trois que, avec un peu de chance, on visite. Or, il se trouve que le plus petit, et il faut quand même dire déjà maintenant, le moins bien conservé de l'ensemble des mastabas de Saqqara, c'est le mastaba de Khagemni, bien souvent sacrifié, même d'ailleurs bien souvent fermé, et qui est, à mon avis, prodigieux. Donc, voilà un exemple type de ce mastaba de Khagemni qui va évoquer toute l'Égypte de l'Ancien Empire, les rois, les nobles, les mastabas dans leur ensemble, bien entendu, et petit à petit arriver comme ça, en connaissance de cause, à ce mastaba de Khagemni qu'on verra alors de A à Z. Rassurez-vous, ça finira avant minuit, c'est promis. Le premier document que vous allez voir, c'est cet admirable profil que vous avez maintenant devant vous. Admirable profil qui est un des détails de ce que vous allez découvrir en fait ce soir. Je pense que c'est utile de vous dire déjà que la tête que vous avez ici mesure, et je viens de le remesurer pour ne pas dire de sottise, 5,3 cm de hauteur. Et donc vous voyez bien sûr supporte un agrandissement qui est absolument phénoménal. Alors, cela vous permet de voir les qualités fondamentales de celui qu'on appellera le maître de Khagemni, puisque bien sûr ce sculpteur est anonyme. Une qualité de virtuosité qui est absolument indéniable, mais ça a beaucoup d'autres là-bas. À laquelle s'ajoute, je dirais, une qualité de monumentalité dans la mise en page d'un outil comme celui-ci, une monumentalité absolument extrême, même dans le petit détail, une poésie qui est très nette, et quelque chose qui est assez rare dans l'art de l'Ancien Empire, ce que j'appellerais une tendresse infinie. Il y a dans ce profil une tendresse infinie. Si vous ne la sentez pas maintenant, vous la ressentirez plus tard quand cette tête aura repris place sur son tronc. Nous verrons qu'en effet, il s'agit d'une histoire infiniment tendre. Alors ceci, c'était donc le point du départ, je dirais, et maintenant nous entrons dans le vif de ce sujet. La date proposée, la date d'aujourd'hui, c'est donc 2382 avant Jésus-Christ, c'est Dieu, si j'ose dire. Et donc, je me suis permis de reprendre une habitude que, paraît-il, d'aucuns trouvent un peu ridicule, mais que moi je trouve tellement précieuse que je m'y accrocherai jusqu'au bout, c'est de vous brosser rapidement le tableau de où en était notre monde et notre génie en 2382 avant Jésus-Christ. Je pense très important en effet de se rendre compte jusqu'à quel point l'Égypte était seule, le maître de Khagemni était seul, ou bien c'est par hasard il y avait d'autres civilisations. Ça, je trouve que c'est important. Alors, Gazette de 2382 avant Jésus-Christ. Inutile de dire que du côté des pages suisses, c'est encore un peu blanc, il ne se passe pas vraiment grand-chose à cette époque-là. Et même, je dirais, le monde méditerranéen est encore extrêmement discret. Le foyer, ce que je pourrais appeler le phare de la Méditerranée, c'est l'île de Crète. Et la Crète est en train de vivre une des grandes périodes de son destin, c'est ce que les archéologues appellent la période du Minoen ancien. Donc je pense devoir vous dire que l'industrie est par là même l'art le plus affleurant est celui de la céramique, qui justement dans ces années-là connaît une innovation formidable, elle devient peinte. Je veux dire, c'est à peu près les années dans lesquelles les Minoens ont mis sur pied la technique de la peinture des vases de céramique. Grande découverte. Si la Crète brille à ce point-là, ça ne veut pas dire que le monde hellénique n'est encore qu'obscurité. On commence à voir en fait des bribes de civilisation en Grèce continentale avec une période, là aussi dénommée par les archéologues, hellénique ancien. Et la caractéristique de cet hellénique ancien, en argonide principalement, c'est aussi l'apparition de céramiques, mais des céramiques de très grande dimension. Dans les années 2350, à peu près avant Jésus-Christ, apparaissent pour la première fois des amphores extrêmement importants au point de vue de leur taille, qui là aussi marquent une sorte de progrès extrêmement marquant, je dirais, dans l'histoire même des arts de la Terre. Néanmoins, je dirais que Crète et Grèce en sont encore au prélude de leur prodigieux destin. Et en fait, dans ce monde méditerranéen, c'est un tout petit peu plus loin qu'il faut aller pour trouver vraiment une civilisation en plein essor. C'est à Troie à cette époque-là, vit une de ses grandes œuvres, puisque c'est de ces années de 1380 avant Jésus-Christ que date le fameux trésor de Priam.
On trouve ça bien intéressant dès l'instant où on se rend compte que les mastodontes de Saqqara sont contemporains, ou presque, du trésor de Priam. Tout cela concernait notre proche, relativement notre proche Occident. En allant un peu plus loin alors, on découvre des civilisations qui, aux surprises, ont déjà une histoire extrêmement rodée, notamment le croissant fertile. Le croissant fertile, dans les années académiques, est en pleine ébullition. Il y a déjà eu des civilisations beaucoup plus anciennes, bien sûr que le terrain que nous mettons en scène aujourd'hui, il y a eu déjà des royaumes, il y a même déjà eu des décadences et des renaissances, mais ces années-ci correspondent à une renaissance importantissime, puisque c'est dans ces années-ci que Sargon, le fameux Sargon l'Ancien, avec une armée phénoménale d'ailleurs, part à la conquête d'un empire dont il rêve, ce sera l'empire de Sumer et d'Akkad. Et ce sont exactement donc les années de la création de cet empire qui ira du golfe Persique à la Cappadoce et de l'Élam à la Syrie, à savoir donc un des plus prodigieux empires que la Mésopotamie ait jamais connu. Alors là, c'est intéressant, affleurance donc, et je dirais même contemporanéité, de deux civilisations géniales, l'égyptienne et la mésopotamienne. En jetant rapidement un petit coup d'œil un peu plus loin, je ne vous apprendrai pas, parce que vous le savez sans doute, que l'Inde est aussi à un moment d'apogée, c'est l'apogée de la fameuse civilisation de l'Indus. Et si tant est que les Occidentaux ont voyagé jusque là-bas, il est impossible, on fait beaucoup de recherches à ce propos-là, c'est ainsi justement. Si tant est donc, ces Occidentaux ont pu être frappés par l'urbanisme formidable de ces villes de l'Indus qui, pour la première fois dans l'histoire de notre planète, sont installés sur un urbanisme parfaitement rectiligne, avec au centre une cité royale et divine qui préfigure les grandes villes impériales de l'Inde, mais aussi, et c'est encore plus intéressant, je dirais, les grandes villes impériales de la Chine un peu plus tard. Donc, ces villes existent, c'est les villes de Mohenjo-Daro, dont vous avez entendu parler inévitablement, et de Harappa. C'est l'apogée même de Mohenjo-Daro et de Harappa. Quant à la Chine, il faut dire qu'elle fait tout juste ses débuts dans l'histoire. C'est des années de Kageni, à peu près, contemporains des années de Kageni, que se fonde la première dynastie historiquement citée par les annales chinoises, la dynastie des Xia. Et elle est fondée par un personnage tellement important qu'il deviendra un dieu, c'est le fameux Yue le Grand, grand empereur, Yue le Grand, qui véritablement définira l'idée et la conception même de la Chine. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de se dire, l'Égypte n'est pas seule, il y a le bassin d'Indus, il y a la Chine qui est en train de se constituer, et puis il y a la Mésopotamie qui est en train de vivre une refonte complète. Quant à l'Égypte, parce qu'il ne faut quand même pas oublier la page égyptienne, elle nous amène encore mieux à notre sujet, ben l'Égypte est déjà très vieille dans ces fameuses années 2380. L'Égypte a été fondée en tant que civilisation quelques 1000 ans auparavant. Je veux dire qu'elle est sortie de la préhistoire, de la proto-histoire depuis bien longtemps, et elle a connu elle aussi son fondateur, le Yue le Grand de l'Égypte. Seulement lui a existé véritablement, lui on le connaît véritablement. C'est le fameux pharaon Narmer qui pour la première fois dans l'histoire du pays va porter tour à tour, puis ensuite porter conjointement les deux couronnes de Haute et de Basse Égypte. Et réunissant les deux royaumes primordiaux d'Égypte, Narmer a inventé l'Égypte qui depuis lors jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant plus de 3500 ans, demeurera une et indivisible. Et à la suite de Narmer, de très grands pharaons déjà ont régné et sont morts depuis bien longtemps. Des noms qui indubitablement vous disent quelque chose. Gézer, Khéops, Khéphren, Mykérinos, tout cela ont déjà été balayés par Osiris. Et au moment où nous nous intéressons, je dirais, à l'histoire de 1380 donc, règne sur le destin de la vallée du Nil le pharaon Pépi Ier. Et il faut dire chose assez extraordinaire, alors que toutes les autres civilisations du monde, l'indienne compris, sont encore en pleine montée, en pleine ascension, l'Égypte, sous le règne du roi Pépi, connaît, elle, sa toute première décadence, on y prend une trace de sa décadence. Kageni a vécu cette époque extrêmement douloureuse où, petit à petit, le pouvoir royal, jusqu'alors monolithique et divin, sera grignoté par les grands féodaux, sera petit à petit, je dirais, asservi jusqu'à un certain point par les grands féodaux. Et cela préparera une formidable révolution sociale qui deviendra une guerre civile, que l'on appelle la première période intermédiaire. Et puis ne la
connaîtra pas, elle éclatera 80 ans après sa mort. Mais donc, c'est ceci qui est tellement intéressant. Alors que tout le reste de notre planète monte encore, l'Égypte, elle, commence déjà à connaître cette descente. Et tout à l'heure, vous verrez que les documents que j'ai montrés vous le prouveront en quelque sorte. Alors, nous avons terminé maintenant ce tour général, je dirais, de notre monde dans ces années 2380. J'ai oublié les tas de civilisations, mais quand même, j'ai aussi un peu fait exprès, et j'en excuse de faire des spécialistes si présents. Et je parle de toute l'Égypte, c'est promis, du moins ce soir. Et donc maintenant, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était vous montrer le berceau, je dirais même le lieu où s'est passée cette première aventure, c'est-à-dire l'époque qui nous concerne ce soir, l'époque de Kagini. Quelque part un peu avant 3000 avant Jésus-Christ, l'Égypte, qui avait été formée une trentaine au moins de petits royaumes, de petites principautés, l'Égypte n'était plus que deux royaumes et principautés. L'une en Haute-Égypte, l'autre en Basse-Égypte. Et en fait, depuis déjà des dizaines d'années, il y avait lutte constante entre les rois de Haute et les rois de Basse-Égypte. Mais jusqu'alors, le destin avait voulu que ces escarmouches ou ces guerres ouvertes se terminent par une sorte de non-lieu, je dirais. Jusqu'au jour où l'un des monarques sera assez fort, assez puissant, assez décidé et assez confiant, je dirais, en l'aide des dieux pour véritablement faire l'unité du pays. Et ce monarque, c'est Narmer, j'en ai déjà parlé. Alors, il était très important que je vous rappelle simplement cette fameuse aventure de Narmer. Vous savez qu'il est né prince héréditaire de la Haute-Égypte, quelque part tout près de l'actuelle ville d'Abydos, grand chef d'armée, certainement grand stratège, homme surtout décidé et sûr d'avoir avec lui la force d'Horus que vous désignez. Là, ma flèche m'aurait quand même été utile, mais vous voyez Horus, il est en haut à droite. Voilà. Alors, Narmer donc part à la conquête de la Basse-Égypte, et cette fois-ci, ça n'est plus le non-lieu des expériences précédentes, c'est une victoire écrasante. Et ayant vaincu donc le roi de Basse-Égypte, dès lors, Narmer pourra conquérir et s'attribuer, bien sûr, son royaume. Ce que nous voyons maintenant, ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était l'avers du plus formidable document historique que l'Égypte nous ait légué, puisque c'est la charte même de sa fondation. C'est la palette votive que Narmer, au retour de sa victoire, offrira à Horus dans le temple fondamental du dieu faucon, à Kom el Ahmar. Alors, d'un côté, vous avez vu vaincre le roi de Basse-Égypte, lui, Narmer, portant sa couronne, la couronne de Haute-Égypte, et vous le voyez maintenant parader dans les terres qu'il vient de conquérir, les terres de Basse-Égypte, et remarquez, c'est au registre supérieur, il porte déjà l'autre couronne, celle qu'il vient de s'arroger, la couronne de Basse-Égypte. Autrement dit, sur ce document-ci, pour la première fois, un seul et même personnage, Narmer à l'avers, Narmer au revers, porte l'une puis l'autre des deux couronnes d'Égypte. Autrement dit, l'idée d'Égypte une et indivisible est enfin fondée. Cela aux environs de 3150, peut-être 3200, peut-être même 3250. Les spécialistes sont encore, je dirais, pas très sûrs. Avant Jésus-Christ, oui, assez évidemment. Alors, là où ça devient important, c'est que lorsque Narmer décide de se faire couronner roi d'une Égypte une et indivisible, il doit, parce que la tradition l'exige, fonder une ville née de rien, et dans cette ville seulement, il pourra recevoir la couronne. Il faut une ville pure de toute histoire, une ville vierge de toute histoire et de toute présence divine. Et vous savez, je pense que de Narmer au dernier César romain, la tradition voudra au jour de couronnement une ville nouvelle naisse le long de la vallée du Nil. Certaines sont restées célèbres, comme l'Alexandrie, fondée par Alexandre pour répondre au fameux rite égyptien. Alors notre Narmer, lui, fondera cette ville, et cette ville, c'est Memphis. Et avec une intelligence diplomatique assez étonnante, je dirais aussi une intelligence géographique étonnante, Narmer mettra cette ville exactement à la frontière des deux royaumes primordiaux. La Haute-Égypte, c'est-à-dire la vallée du Nil, la Basse-Égypte, c'est-à-dire le Delta. Il installera Memphis à l'endroit même où le Nil se divise et devient Delta. Donc au fond, au verrou de la Haute et de la Basse-Égypte. Tout en haut de la carte, là aussi, la flèche me manque. Vous connaissez cette carte, j'en suis sûr. Memphis existe toujours, et c'est le premier lieu que je voulais vous montrer maintenant. Voilà Memphis. Alors naturellement, déception épouvantable, parce que à Memphis, et vous le savez aussi, j'en suis sûr, on ne voit rien.
rien de l'époque de la mer, rien de l'époque des pyramides, rien ou presque du Moyen Empire, un tout petit peu, je dirais, des miettes du Nouvel Empire, quelques vestiges de Basse-Époque et de Ptolémaïque, mais au fond, quasiment rien. Pourquoi? Parce que le lieu choisi, la plaine, aujourd'hui appelée Mitraïne, la plaine de Memphis, est une plaine qui, au moment des crues du Nil, connaissait un balayage de l'eau et de la boue particulièrement important. Et Narmer déjà s'en était rendu compte. Il avait donc fondé une sorte d'immense mur digue qui protégeait sa capitale de l'annuelle montée des eaux. Et tant que les pharaons d'Égypte sont succédés sur le trône, tant qu'il y a eu des dynasties et des empires, tout pharaon a tenu à restaurer, embellir, agrandir, repeindre ce fameux grand mur de Memphis qui était devenu presque le symbole héraldique de la royauté égyptienne. Donc je dirais que pendant plus de 3500 ans, tout s'est fort bien passé. Mais quand il n'y a plus de pharaon, quand l'ordre ancien a été balayé complètement par l'ordre nouveau, c'était quand même par pas mal de siècles d'anarchie, plus personne n'est venu entretenir le mur. Et donc, cru après cru, il a été miné, puis ruiné, puis disloqué, et enfin un beau jour, la boue a pénétré dans Memphis. Et il pénètre depuis presque 1500 ans, année après année. Donc, en se retirant les eaux laissées, et à chaque fois les fameux centimètres de limon qui permettaient à l'Égypte de vivre, mais ces mêmes centimètres de limon ont englouti lentement mais infiniment sûrement les vestiges de Memphis. Et comme c'est une terre formidablement arable, parce que formidablement pure, elle est à l'heure actuelle occupée surtout par des palmiers dattiers, dont d'ailleurs on exporte toute la production, étant donné que 9 sur 10 des dattes que vous mangez ont puisé leur sucre dans les vestiges pharaoniques. Alors, c'est un peu donc le spectacle triste, je dirais, c'est sublime, mais triste de la Memphis d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a au fond presque rien. Il y a ce que l'histoire devient rejeter. Il y a de temps en temps ces objets qui, par une forme de capillarité, remontent à la surface et nous montrent déjà que depuis cette fondation de Memphis par la mer, jusqu'à la présence du dernier pharaon, Romain d'ailleurs, qui est venu, qui s'était représenté à Memphis, le pharaon Decius, soit pendant plus de 3500 ans, il n'y a pas un monarque qui n'ait offert quelque chose à Memphis, qui un temple, qui des palais, qui un nouvel urbanisme, qui une restauration, qui un pylône, qui des obélisques, qui des colosses, et tout cela dort sous les glaciers de Memphis. Sauf ces fameux quelques objets qui survivent. Et donc je pensais important de vous montrer les plus beaux, ne serait-ce que parce que cela vous donnera une idée de l'aura, de sacralité de cette cité première qu'était Memphis. Alors ce que l'on voit aujourd'hui à Memphis, c'est d'abord un des plus beaux sphinx que l'on connaisse, ce sphinx monolithique d'albâtre, consacré, mais, mon Dieu, 1000 ans après Kageni, au dieu de Memphis, par la reine Hatshepsut, dont on reconnaît ici d'ailleurs l'admirable visage et surtout la sérénité de sourire tellement extraordinaire. Donc, nous avons un premier vestige, je dirais, qui a ressurgi ainsi et qui, aujourd'hui, prouve, si vous voulez, la royauté même, encore la sacralité de Memphis. Un peu plus loin, à quelques 50 mètres à peine du lieu merveilleux où on a trouvé ce sphinx merveilleux, autre trouvaille importante, un gigantesque colosse de Ramsès II, plus de 22 mètres d'un seul tenant, en calcaire silicieux, tellement énorme d'ailleurs qu'on ne peut l'appréhender quasiment qu'en anamorphose, je dirais, l'anamorphose frontale que vous avez ici, et si vous êtes gêné par l'importance de ces trous de nez, alors mettons-nous de l'autre côté, mais ça devient encore plus insolite, c'est-à-dire une espèce de monument formidable à la gloire de la royauté égyptienne. Et pour ceux qui auraient le vertige, on se couche sur le côté, et c'est le seul moment où on peut voir, comment dire ça, debout, si j'ose dire. Alors voilà donc cet énorme colosse qui vraisemblablement a été dressé au nom de Ramsès II devant le premier pylône du grand temple du dieu même de Memphis. Et permettez-moi de profiter de ce que je vous montre, ce colosse de devant, de derrière, de dessous, et en vous obligeant à vous coucher pour finir. Permettez-moi encore un document le concernant. Entre ses jambes, là où en règle générale on grave l'effigie de la reine régnante, Subété Néfertari bien sûr, il y a à Memphis un autre personnage, un homme, vous le voyez bien, qui est l'un des fils de Ramsès II, auquel je tenais absolument à rendre un discret hommage ce soir. Il s'agit du prince Khémoast, 17e fils de Ramsès II, ce qui le met parmi les aînés donc,
le prince Rémoise, que son père a désigné comme grand prêtre du temple à Memphis. Et ce Rémoise est un personnage absolument fabuleux, puisqu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il est le premier homme de l'histoire de l'humanité qui a eu l'idée saugrenue de faire des recherches, entre guillemets, scientifiques dans les monuments du passé. Autrement dit, il est le premier à pouvoir organiser des campagnes de fouilles archéologiques dans et autour des pyramides d'Égypte. Les pyramides avaient déjà 1000 ans à cette époque-là, n'oubliez pas. Et Rémoise a fait fouiller ces lieux-là pour connaître la grandeur des siècles passés de son pays. C'est un peu donc le père de l'égyptologie que vous avez là. Alors, comme en règle générale, c'est Champollion qui a ce titre-là, et à bon droit, je pense, disons que Rémoise est le grand-père de l'égyptologie, et n'en parlons plus, mais je vais vous le montrer bien sûr. Ramsès II est d'ailleurs omniprésent, comme toujours, sur le site de Memphis. Voilà un autre de ces colosses qui a surnagé des siècles. Il est dans une position merveilleuse et dans un lieu merveilleux, mais ne courez pas, s'il vous plaît, demain matin à Saqqara, enfin Memphis en l'occurrence, pour l'aller voir, vous ne le verriez plus. Il faut prendre un autre billet d'avion qui vous amènera aux États-Unis et au milieu du Tennessee. En effet, vous connaissez certainement la ville de Memphis, Tennessee. Alors Memphis, Tennessee a reçu par jumelage du gouvernement égyptien ce colosse de Ramsès II. Ce qui fait que maintenant, les Memphis, Tennesseeites sont extrêmement fiers d'avoir deux statues, à l'est Ramsès II et à l'ouest Elvis Presley. Parce que tous les deux sont un peu originaires de Memphis, disons bien. Et je n'ai rien inventé, je vous assure, c'est vrai. Les derniers Ramessides, les descendants de Ramsès II, sont également présents jusqu'à Ramsès XI, donc par pure curiosité, je voulais vous montrer ici le visage. Donc simplement, je voulais introduire le sujet en vous montrant le lieu des vivants de l'époque de Khéops, c'est là qu'il a travaillé, c'est là que son roi a régné, c'est donc ce Memphis, qui était déjà à cette époque-là une vieille cité de près de 7 ou 8 siècles, mais qui, hélas, ne peut vous être montré mieux que par ces quelques objets miettes du temps passé, comme dit. Alors maintenant, puisque je ne peux rien vous montrer d'archéologiquement probant, il n'y a rien. J'aimerais vous montrer les héros, c'est-à-dire ceux qui ont fait la grandeur de Memphis et qui donc accessoirement ont fait la grandeur de l'Égypte et plus particulièrement de l'Ancien Empire. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, ce ne sont non pas tous les rois de l'Ancien Empire, 25 en effet, 25 au total, nous prendrait trop de temps, mais au moins ceux qui sont à considérer comme de véritables charnières, ceux qui sont véritablement importants, ceux dont le rôle, aussi bien sur le plan de la civilisation, des idées, de la culture et des religions, mais aussi sur le plan de l'administration et de la politique, joueront un rôle et seront un peu ceux qui forgeront le métier de notre académie. Narmer, je vous l'ai déjà montré en tant que fondateur, je me suis permis de ne pas le remontrer, mais par contre, je voulais vous citer celui-ci, qui semble avoir été petit-fils de Narmer. Il y a de cela quelque temps encore, on ne l'appelait guère que le roi serpent. Vous avez certainement vu cette stèle-là, elle est au musée du Louvre à Paris, où c'est un des joyaux d'ailleurs, et elle était étiquetée sous le nom de stèle du roi serpent. Depuis peu, je dirais, on a pu trouver l'identité de ce roi, c'est le roi Djer, troisième roi de la première dynastie, et comme je le disais à l'instant, vraisemblablement petit-fils de Narmer. Alors pourquoi est-ce que je le cite? Lui, c'est qu'il est le premier roi d'Égypte à avoir édicté comme une sorte de loi inamovible que les souverains règnent à Memphis, de leur vivant et après leur vivant, c'est-à-dire pour l'éternité. Jusqu'alors, en effet, Narmer et son fils ont navigué, je dirais, entre le lieu d'origine de la dynastie, Abydos, la fameuse ville antique de Tis, si vous préférez, qui se confond avec Abydos, et Memphis, considérant Memphis un peu comme une capitale administrative. Le roi Djer a compris que l'Égypte, pour être une véritablement, devait exiger la stabilité du pouvoir. Il a donc édicté cette loi qui ne sera plus jamais transgressée que Pharaon réside en sa capitale, c'est-à-dire réside à Memphis. Et chose très curieuse, on a donc retrouvé le tombeau du roi Djer à Saqqara, et c'est là qu'était son corps. Mais jésuitiquement, si j'ose dire, un deuxième tombeau, donc un cénotaphe, à Abydos. Il s'était quand même fait une résidence d'éternité secondaire dans sa ville, mais son corps a reposé, inutile de le dire, à Saqqara, tout près de l'Égypte. C'est néanmoins du tombeau d'Abydos que provient cette formidable stèle
extrêmement intéressante puisque c'est la première où le nom du roi est inscrit véritablement. Donc j'ose dire, c'est le premier cartouche de l'histoire de l'Égypte. Le magnifique serpent qui est là, celui Je, comme vous savez sans doute, et c'est en fait une forme d'abréviation très propre avec hostilité pour le nom complet du roi, c'est-à-dire Djer. Alors nous avons déjà deux pharaons importants ici. Narmer qui monte la ville, Djer qui installe la cour à tout jamais. Le troisième, vous l'attendiez, parce que ça pourrait être celui, c'est celui dont on s'accorde à dire, et on a bien raison, qu'il a créé l'Égypte à proprement parler. Cet homme-là a tout mis en place. Les institutions de l'Égypte, le système de gouvernement de l'Égypte, le système de recrutement des armées, le système de levée des impôts, le système de rapport entre la classe cléricale et l'ordre temporel, je dirais. Autrement dit, celui qui a véritablement fixé les institutions de l'Égypte, abattant un travail de titan d'ailleurs, c'est celui que vous avez sous les yeux, le troisième roi importantissime, Djeser, deuxième souverain de la troisième dynastie. Jugé tellement important par les historiens qu'en règle générale, c'est avec lui qu'il est décidé que commence l'histoire à proprement parler de l'Égypte. Il est considéré comme le fondateur de cette première grande époque qu'on appelle l'Ancien Empire. Alors voilà donc ce pharaon, Djeser. Puis naturellement, je dois citer quelques-uns de ceux qui ont, je dirais, peaufiné, en même temps profité de l'héritage de Djeser, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié d'une Égypte parfaitement organisée et qui ont simplement pu la faire grande. Et naturellement, le premier que je devais vous montrer, c'est votre quatrième figure incontournable de ce soir, c'est le plus grand de tous. Le plus grand de tous parce qu'il a laissé une pyramide devenue légendaire. Elle fait aujourd'hui 146 mètres 52. Elle faisait 146 mètres 53 l'année passée. Je n'ose pas penser à ce l'année prochaine, mais enfin, plus de 146 mètres et demi donc de hauteur, avec 187 mètres sur le plan incliné, la plus grosse masse de pierre jamais accumulée par l'homme, tout continent confondu dans toute son histoire. Vous avez donc reconnu Khéops. Khéops, en fait, roi de la quatrième dynastie. Tous ceux-là sont encore les ancêtres de Khéops, bien entendu, mais ils sont importants. Et j'aimerais simplement que vous goûtiez l'ironie de l'histoire qui veut que le plus grand constructeur de tous les temps, Khéops, ne nous soit connu qu'à travers la plus petite statue de tous les temps. Vous savez en effet que nous n'avons pas de statue de Khéops. Aucune nation vécue, sauf découverte presque par hasard par Sir Francis Petrie, l'anglais, à Abydos, ce minuscule petit morceau d'os, c'est 7,1 cm de hauteur. Eh bien, c'est le seul visage de Khéops que nous possédons. Il est aujourd'hui conservé pieusement, vous l'imaginez bien, au musée du Caire. Et puisque j'ai cité Khéops, je me devais bien sûr de citer immédiatement son successeur de presque, Képhren, deuxième des grands pharaons de Gizeh, comme vous le savez, qui lui alors a amené à peut-être encore plus de hiératisme l'image de pharaon. Képhren devait être un homme qu'on pourrait peut-être comparer un rien à l'autre, si j'ose dire, Louis XIV. C'est-à-dire un sens extraordinaire du paraître royal, fait que les statues qui l'immortalisent ont pour la première fois cette solennité immuable et éternelle qui va en fait être une empreinte indéfectible sur l'art égyptien. Voilà donc une des plus belles statues que nous possédions de Képhren. Elle est également conservée au musée du Caire. Et le troisième de la prochaine séquence, le pharaon de la quatrième dynastie, c'est Mykérinos, bien entendu. Mykérinos qui peut-être se construira une pyramide plus petite que son père et son arrière-grand-père, mais néanmoins l'ornera d'images, dont celle-ci, d'une beauté et d'une monumentalité absolument extraordinaire. Et je dirais peut-être qu'avec un goût encore plus marquant que celui de Képhren, Mykérinos a su emblématiser la divinité royale égyptienne. J'ai rarement vu, je pense vous non plus, un torse, un cou, un visage et en même temps une couronne aussi parfaitement divin que ce que vous avez maintenant sous les yeux. Donc je dirais vraiment que, fondée en troisième dynastie par Djeser, l'Égypte institutionnalisée trouve son couronnement véritable en quatrième dynastie avec Khéops, Képhren et Mykérinos, qui chacun lui apporteront leur étincelle propre, dirais-je. Puis après commencent les cinquième et sixième dynasties. Nous arrivons au temps de Khâtémide et Écrata. Et dans les pharaons moins importants, qui succéderont aux grands pharaons des troisième et quatrième dynasties, je voulais citer au moins celui-ci. C'est en cinquième dynastie qu'il a régné. Il s'appelait Userkaf. Et puisque je pense que c'est bien de vous dire où se trouvent les œuvres que vous avez là, cette petite tête qui fait
9,1 cm de hauteur, est au musée de Cleveland à l'heure actuelle, où elle est certainement un des trésors. Alors, Uzerka, pourquoi le citer plutôt qu'un autre? Parce que c'est un personnage dont on ne mesure pas encore assez bien l'importance. Je vais donc vous expliquer en 2 mots pourquoi, à mon avis, il est un personnage de l'importance de tous ceux qui ont précédé. Uzerka, pour des raisons qui lui sont propres, et même vraisemblablement personnelles, puisqu'il ne s'en est jamais expliqué à proprement parler, a soutenu, défendu et illustré jusqu'aux limites de ses forces le Dieu en lequel il croyait, c'était le Dieu Ra. Le temple en lequel il avait confiance, c'était le temple d'Héliopolis, et donc du coup le clergé même qui servait le Dieu. Or, si vous connaissez ne serait-ce qu'un petit peu l'histoire d'Égypte, vous savez que pendant plus de 3000 ans, et pas moins de 4000 ans même, il y a eu des moments de merveilleux apogées, mais aussi des moments de crise. Et une chose extraordinaire, pendant près de 4000 ans, au moment des crises, c'est toujours dans le clergé d'Héliopolis que les rois iront chercher celui qui sauve l'orthodoxie. Toujours. Autrement dit, c'est un peu grâce à l'effort de Uzerka en 5e dynastie que le clergé d'Héliopolis pourra fournir ces immenses personnages qui ont été en particulier Amenhotep fils de Rapou, grand prêtre d'Héliopolis, sorti de son temple par Amenhotep III pour devenir le précepteur d'Akhenaton, c'est quand même important, et Séti Ier, éduqué pendant toute son enfance, son adolescence et le début de sa maturité, également par le clergé d'Héliopolis. Alors si on dit Akhenaton ou Séti Ier, je crois qu'on cite les cœurs de l'Égypte, et par là même, on fait, et à chaque fois, référence ô combien proche avec Héliopolis, c'est un peu l'œuvre de Uzerka, dont vous avez le grave visage devant vous. Et le dernier que je voulais vous montrer, eh bien, si je veux dire, c'est celui du jour, c'est-à-dire cette statue-là représente Pépi Ier, et Pépi Ier, c'est celui que Khâtephout a servi. Alors nous avons passé de la 5e dynastie, la dynastie de Uzerka, à la 6e dynastie. Nous sommes encore au début de cette 6e dynastie, de cette très belle statue, qui n'est pas en bronze, comme on l'a tout longtemps en cuivre, c'est un détail qui a peut-être son importance. Et vous voyez surtout l'image, je dirais, du dernier souverain qui a pu dire qu'il était vraiment pharaon de l'Ancien Empire. Lui a encore réussi à tenir le quasi entier de ses pouvoirs et à le préserver de cette horde de loups de plus en plus déchaînés que seront les grands nobles qui tireront donc l'Égypte à cette totale déconfiture qui sera la sienne 80 ans plus tard environ. J'en ai déjà parlé. Alors voilà donc le visage de ce Pépi Ier. Ce que je vous ai montré, cette série qui illustrait donc Narmer, le roi de Djéser, Khéops, Képhren, Mykérinos, Uzerka et Pépi Ier, évoquait donc quelques-unes des figures qui ont régné sur Memphis, régné sur ce qui est aujourd'hui la palmeraie de Memphis. Je dirais que ces quelques figures illustraient les personnages des pharaons de leur vivant. Il faut maintenant que nous évoquions ces mêmes pharaons après leur vie, c'est-à-dire dans cette forme de continuité de la vie que nous avons l'éternité, en laquelle les Égyptiens croyaient tellement. Alors, autour de Memphis, les pharaons des premiers au dernier ont décidé d'installer leur demeure d'éternité, ce qui revient à dire leur tombeau, comme vous savez bien sûr. Et on constate ceci quand on regarde une carte des tombeaux royaux de l'Ancien Empire que nous avons. Memphis, à peu près au milieu du document, un peu sur la droite, est exactement à la limite des terres arables constatées, formant une espèce de courant autour de Memphis, les pyramides des rois dépassant de l'horizon. Comme si, et c'est vraiment une fort belle image, de l'intérieur de leur pyramide, ces ancêtres morts de la royauté égyptienne voulaient encore protéger leur cité, voulaient encore garantir son intégrité, voulaient encore pouvoir être cités à l'appel si on avait besoin d'eux et s'il s'agissait de s'allier leurs forces pour régner. Et on constate en fait que toutes ces grandes pyramides d'Égypte sont construites autour, je dirais, de Memphis, sur la rive gauche, avec, comme vous pouvez voir, des sites extrêmement connus, bien sûr Gizeh, bien sûr Saqqara, tout le monde connaît, Abou Sir, Maïdoum, on connaît peut-être un tout petit peu moins, Abou Roach, on connaît encore moins, Dachour, quand on dit le citer, etc., etc. Donc, sans entrer dans tous les détails, vous n'avez pas lu, si vous êtes le meilleur yeux que moi, sans entrer dans tous les détails, en un certain nombre de lieux qui sont aujourd'hui considérés comme les grandes nécropoles royales de cet ancien empire, du nord au sud, règnent alternés à la crête des déserts les pharaons au fond de leur pyramide. Et c'est justement quelques-unes de ces pyramides que je voulais vous montrer maintenant, parce qu'il est extrêmement important de constater en fait que
Dès les premiers rois, ou pour ainsi dire dès les premiers rois, l'idée de tombeau sera toujours la même. Créer quelque chose qui est comme une sorte d'escalier monumental permettant à l'âme du roi de gagner le soleil, son père, de gagner Ra, son père. Or, là où ça devient extrêmement intéressant et en même temps extrêmement émouvant, nous savons que les ingénieurs qui ont conçu et construit les pyramides d'Égypte, de la toute première, celle de Djéser, aux toutes dernières, celle des pharaons du Moyen Empire, ces gens-là seront naturellement sortis du temple. Il n'y a de connaissance au temple dans l'Égypte ancienne, et vous ne serez pas, vous ne serez même pas surpris d'apprendre, le temple qui a fourni l'ingénierie, je dirais, des chantiers des pyramides d'Égypte, c'était le temple de Ra à Héliopolis. Donc de nouveau, nous revenons sur ce clergé formidable à qui on voit une des plus prodigieuses aventures architecturales de tous les temps. Alors ce premier document vous montre simplement un paysage qui est peut-être familier à beaucoup d'entre vous. On est posé au beau milieu de Saqqara, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde au loin, on regarde moins loin, et on voit des pyramides partout. Tant de gens croient qu'il n'y a que 3 pyramides en Égypte, Khéops, Khéphren, Mykénos. Il y en a 147. Alors ici, sur ce document, vous voyez très loin au fond à gauche Gizeh, un peu moins loin, vous voyez le site de Abou Sir, un tout petit peu plus près de nous, nous voyons Saqqara ouest, et nous sommes en fait à Saqqara central. Et partout, on doit dépasser ces sortes de pointes de diamant que sont les pyramides. Et alors, cela nous amène naturellement à préciser les choses. Nous voici à Saqqara, nous voilà sur le terrain de Saqqara. Et vous voilà devant ce grand rectangle sur la partie droite du document, qui est en fait particulièrement important, puisqu'il s'agit de la première pyramide jamais construite en pierre en Égypte. Donc vraiment, le chapitre 1 de l'histoire de l'architecture égyptienne, d'une bonne partie de l'histoire de l'architecture mondiale, je dirais bien, et surtout la première marque de la mainmise du génie héliopolitain sur l'aventure royale. Ce que vous avez devant vous, c'est la pyramide du roi Djéser, ce fameux roi de la 3e dynastie dont il a inventé la notion d'Égypte. Avec l'aide de son vizir Imhotep, ils ont construit cet ensemble, qui est un des ensembles les plus phénoménaux de tous les temps. Alors, je voulais vous montrer, parce que je trouve que c'est un contrepoint intéressant, une reconstitution, pas par un amour débordant de la reconstitution, mais celle-ci me paraît tellement pudique et tellement discrète que vraiment elle rend hommage, je dirais, à son auteur d'une part et à Imhotep d'autre part. Voilà comment se présentait la pyramide, véritablement escalier menant à l'unité de Dieu, escalier menant à la lumière de Ra. Pyramide entièrement enclos dans une sorte de gigantesque mur de vie qui est bien entendu une représentation symbolique du mur qui entourait la ville de Memphis. Donc, le roi Djéser s'est créé une sorte de microcosme dans ce macrocosme de l'Égypte, et dans ce microcosme, Imhotep lui a construit tout ce qui est nécessaire à un règne. Voyez le plan ici, au beau milieu donc vous avez la pyramide elle-même, et j'aimerais que vous constatiez que tout autour il y a des bâtiments construits qui permettent à l'âme du roi qui va habiter ce microcosme pour l'éternité d'être reconnu par son peuple, célébré par son peuple, d'être couronné par son peuple, de régner au nom de son peuple. Autrement dit, toutes les cours et tous les bâtiments que vous avez là sont des sortes de maquettes à échelle nature qui permettent au roi de disposer à jamais des instruments même du pouvoir. Et naturellement, nous pourrions passer une conférence entière à ne parler que de cela. Je voulais vous montrer moi quelques détails, notamment un détail du très beau mur d'enceinte que nous avons vu tout à l'heure dans la reconstitution. Et donc vous voyez ici l'anastylose faite par M. Loher avec des pierres en grande partie originales. Je voulais vous montrer aussi, parce que c'est une vision familière pour vous, j'en suis sûr, le temple dans lequel les prêtres au nom de l'Égypte venaient saluer au siècle des siècles la grandeur de Djéser, devenu par la mort un dieu parmi les dieux. Je voulais vous montrer au moins une parmi beaucoup de ces maisons votives, de ces sortes de maquettes votives représentant qui la haute, qui la basse Égypte, qui les cours de couronnement ou qui les temples divins, et qui permettaient au roi d'animer en quelque sorte son service d'éternité. Et je voulais surtout vous montrer, parce que ça c'est le point crucial, au beau milieu de cet ensemble, le bâtiment, je dirais, le plus solide, le plus essentiel, le plus primitif, quelque chose presque d'un bunker, semble-t-il, c'est ce que les Égyptiens appelaient le serdab, qu'il faut considérer comme un peu la pile énergétique de tout cet ensemble funéraire. Alors oui, il est construit, bel et bien, protégé par une enceinte de pierre qui paraît intangible, à l'exception de 2 trous qui correspondent, je dirais,
viscéralement à deux yeux. Et vous savez, je pense que quand on a le courage d'aller regarder par ces yeux-là, on aperçoit alors le geyser que je vous ai montré tout à l'heure. C'est là qu'était la statue du roi. Autrement dit, et ça c'est une idée très importante, parce que nous allons la voir petit à petit s'épandre non seulement au roi, mais aussi au nord et jusqu'à notre Calédonie, l'âme d'un Égyptien quitte son corps après la mort. Mais cette âme a besoin d'un substitut du corps pour pouvoir continuer à œuvrer. Geyser doit régner au siècle des siècles. Il lui faut donc comme une enveloppe pour son âme. Donc, dans tout tombeau égyptien et dans celui-ci en particulier, une statue privilégiée était préparée par les prêtres pour recevoir l'âme de Geyser, pour recevoir l'âme d'un défunt. Et donc, dans tout ce tombe, il y aura toujours ce bunker que les Égyptiens appelaient serdab, qui doit résister à toute chose, car il abrite ce qu'il y a de plus important, le seul véhicule de l'âme du mort. Eh bien, vous voyez devant vous le véhicule de l'âme d'un des plus grands souverains de tous les temps, le pharaon Geyser, qui est décédé en 2778 avant Jésus-Christ. Bien entendu que tout ne se passe pas à la surface, le véritable tombeau est sous la pyramide elle-même, une descendrie permettait d'y accéder. Aujourd'hui, hélas, cela est entièrement fermé. Je voulais donc profiter de l'indiscrétion de l'appareil de photo qui se glisse à travers les indiscrétions pour vous montrer l'appartement funéraire de Geyser. C'est un des premiers grands chefs-d'œuvre, je dirais, de l'art ornemental, puisqu'on a eu l'idée de recouvrir les murs d'une sorte de tapisserie qui évoque les fameux rideaux de lotus et de papyrus noués ensemble que l'on appliquait aux murs des résidences princières et royales pour rafraîchir en fait la température. Cela a été transcrit en céramique vernissée et les quatre murs de l'appartement funéraire étaient ainsi ornés. Et c'est quelque part, je dirais, sur l'un de ces murs de la chambre funéraire, on trouve un petit bas-relief qui est d'une importance capitale, le voici devant vous. Geyser est face à lui Horus. Et ce qu'il faut admettre, c'est que Geyser est en train de se fondre en Horus. Il est en train de s'assimiler à Horus. Donc il connaît là cette divinisation qui fera de lui un être éternel à part entière. Il devient en quelque sorte une parcelle de la majesté divine de Horus. La prodigieuse aventure lancée par Geyser et Imhotep, ces instruments de l'éternité réunis autour de la pyramide, tous les successeurs, en fait, vont se les arroger, en parfois les simplifiant, en parfois au contraire les compliquant, mais en restant au moins fidèle à cette idée, un roi ne meurt jamais. Son âme est faite pour renaître, son âme est faite pour reprendre possession d'un corps, même si c'est un corps de pierre, et pour continuer donc à servir l'Égypte. Voilà pourquoi, depuis Geyser, tous les pharaons de l'Ancien Empire, et même une bonne partie des pharaons du Moyen Empire, se feront construire aux portes de la capitale leur pyramide. Mais on ne pourra pas arriver immédiatement à la pyramide parfaite. Il faudra, je dirais, des étapes. Alors, de la pyramide de Geyser à Saqqara, que nous avons vu, et avant d'arriver aux pyramides de Gizeh, que nous allons voir, voilà une des étapes intermédiaires, construite par le dernier roi de la troisième dynastie, le roi Louis. Et il a construit donc cette sorte de donjon de pierre qui montre combien les artisans avaient encore perfectionné le système de polissage des blocs, et alors, avec une rapidité extraordinaire, ils étaient arrivés aux portes du génie. On a trouvé au pied même de cette pyramide d'ailleurs un temple funéraire dont vous avez ici l'entrée. Et juste à côté de ce temple funéraire, toute une série de constructions en briques crues qui semblent avoir contenu ce qui était nécessaire au roi pour les siècles, les millénaires et les millions d'années de son éternité. De quoi boire, de quoi manger, de quoi être servi. Les magasins d'éternité, je dirais, du roi étaient ici. Peut-être certains d'entre vous ont un peu tiqué quand j'ai prononcé le nom du roi, ce roi Louis de troisième dynastie. En règle générale, et c'est vrai, le guide bleu attribue la pyramide de Maïdoun, devant laquelle vous êtes encore, au roi Snéfrou de quatrième dynastie. On reprend un tollé général. Mais il se trouve que nous avons la preuve archéologique maintenant que cette pyramide de Maïdoun a été construite bel et bien par le dernier pharaon de la troisième dynastie et transformée par le roi Snéfrou de la quatrième dynastie. Comme pour finir, cette transformation ne lui plaisait pas, il a recommencé plus loin à Dachau un deuxième nouveau tombeau. Fin de la parenthèse. Maïdoun était donc l'étape intermédiaire qui nous amène au site de perfection, c'est-à-dire à l'apogée de ces fameux tombeaux royaux. Nous voici donc à Gizeh.
un des lieux les plus célèbres de l'histoire, toute latitude confondue, vous le savez bien. Quiconque a vu les pyramides d'Égypte a ressenti l'élévation du génie humain, pourrait-on dire. Ça a commencé avec les premiers historiographes grecs, ça a continué avec les chroniqueurs romains, cela a suivi avec les ambassadeurs byzantins, les hommes de notre Renaissance, et jusqu'à Champollion. Tout le monde s'est ému devant les pyramides d'Égypte, de Gizeh, plus exactement. Et je devais vous en apporter un très rapide témoignage, alors voilà ce que je vous ai amené, parce que ça c'est quelque chose qui m'aime fondamentalement. Vous avez une petite vignette dans une lettre qui montre le site des pyramides, c'est à la limite du naïf, je dirais bien. Oui, mais c'est infiniment émouvant. C'est la première lettre que Champollion écrira à son frère depuis le site de Gizeh. Autrement dit, c'est le dessin le plus spontané que Champollion ait fait pour illustrer son propos. Donc, la première lettre envoyée de Gizeh, je pense qu'elle méritait d'être ici montrée. Vous voyez dans la perspective de tout à l'heure, les trois pyramides comme ainsi, l'une à côté de l'autre. C'est l'équipement d'ailleurs. Et puisque j'ai cité donc cette sorte de premier document avec ce premier enthousiasme de Champollion, je me devais peut-être aussi de vous montrer le dernier enthousiasme, même s'il a capoté en partie, c'est ce fameux rêve de Maurice déjà de créer devant les pyramides de Gizeh son fameux palais pyramide. Et vous savez que pour de sordides histoires pyramides, il ne verra le jour à l'Opéra du Caire. Et il reste aujourd'hui, je dirais, une ruine de plus. C'est ce théâtre de Béjart qui mettra certainement bien des années, mais pas bien des siècles, à disparaître dans le sable. Alors voilà, ce théâtre jamais utilisé, c'était le théâtre conçu par Béjart pour le ballet pyramidal. Comment tout cela est arrivons au Gizeh de l'époque. Vous savez qu'en effet, c'est là que se concentre à l'apogée même de l'Ancien Empire, les trois plus grands. Alors, bien entendu, Khéops, peut-être la plus parfaite des pyramides d'Égypte, que vous avez devant vous maintenant. Juste à côté, son successeur ou presque, Képhren, même hauteur, mais pyramides légèrement plus effilées, par là même utilisant beaucoup moins de mètres cubes de pierre appareillée, reconnaissant en tout cas de Khéops par le fait qu'elle a gardé une petite pointe de son revêtement originel. Et un tout petit peu plus loin dans le désert, la troisième, la pyramide de Mykérinos, elle beaucoup plus large. Et je ne sais pas pourquoi, mais puisque après tout, je peux aussi vous parler de mes grands restes à moi, c'est ma pyramide préférée. Parce que je trouve simplement qu'elle a une ligne d'une majesté, une ligne d'une sacralité particulièrement réussie, particulièrement extraordinaire. Alors, avec Khéops, Képhren et Mykérinos, nous sommes certainement au moment où les prêtres de Niopolis, responsables de ces chantiers, étaient arrivés au fait même de leur connaissance. Les trois pyramides sont en effet l'état parfait de la conception même de tels monuments. Et vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que ces pyramides de Khéops, Képhren et de Mykérinos se complétaient, comme celles de leur ancêtre Djéser, d'une série de temples dans lesquels les rites pouvaient avoir lieu. Et le privilège a voulu que l'on garde presque intact le temple du roi Képhren. Je voulais vous y emmener pour quelques documents, parce que c'est certainement le plus ancien temple en bon état que nous ait gardé, non seulement les Juifs, mais je dirais notre planète. Ce temple auquel il ne manque que le toit pour être parfait a été construit il y a 44 siècles. Et il faut savoir que par sa pleine simplicité même, regardez bien, pas un relief, pas un hiéroglyphe, rien du tout que la merveilleuse solennité de ces volumes, ce temple est donc une parfaite réussite. Vous savez qu'il est construit dans deux matériaux seulement, donc extraordinaire économie, je dirais, esthétique des matériaux. Le granit pour les murs, venu d'Assouan, c'est-à-dire de pas loin de 800 km plus en amont, comme vous savez, je pense. Granit dont chaque pierre a été sculptée véritablement pour répondre à sa voisine, pour s'imbriquer à sa voisine et créer donc des murs que même le temps n'a jamais pu faire s'effondrer. Et ce granit des murs repose sur la pierre la plus douce et j'oserais dire la plus liquide de l'Égypte, c'est l'albâtre, dont les veines évoquent bel et bien une sorte de Nil divin qui continuerait à flotter dans le temple. Donc, granit et albâtre se conjuguent pour créer cette perfection de l'architecture dans sa simplicité qu'est le temple de Képhren. Et le rose du granit et le blanc de l'albâtre n'étaient perturbés, si on peut dire, que par la série des statues du roi en diorite, semblable à celle que je vous ai montrée dans la galerie de portraits précédente, logées dans chacune des
cubettes que vous voyez ici sur les bas-côtés. Donc ce qu'il peut y avoir de plus essentiel, mais en même temps ce qu'il peut y avoir de plus grand peut-être pour évoquer la majesté pharaonique. La pyramide et le temple étaient déjà quelque chose. Permettez-moi quand même d'ajouter encore à la majesté de cet ancien empire quelques propos sur le Sphinx, qui est au fond un peu le symbole de la royauté égyptienne. Le Sphinx, c'est le roi de Dieu, c'est le roi le plus protecteur même des dieux, puisque le Sphinx doit garder les horizons. Sous sa forme de lion à tête de roi, il a la responsabilité pour des millénaires et des millénaires, soit pour l'éternité, de garder l'intégrité des horizons. Il est donc protecteur de la vallée du Nil, mais il est aussi protecteur de la terre et du ciel, il est protecteur de l'univers dans son entier. Et ce Sphinx, qui guette en fait, est aujourd'hui, je pense que vous le savez, le plus grand malade de l'archéologie mondiale, puisque ce Sphinx merveilleux, à la suite d'une série, je dirais, de maladresses dues essentiellement à la négligence, a été gagné par une forme de pourriture. Et cette pourriture est tout simplement due au village que vous voyez s'approcher de plus en plus, aux égouts de ce village qui naturellement se déverse et se déverse de plus en plus. Ces égouts se sont infiltrés sous le Sphinx. Le Sphinx a commencé à marquer quelques premiers abcès et un fonctionnaire dont j'espère qu'il le retirera dans le royaume de Seth au siècle des siècles, pour cacher les abcès, à cimenter les traces du Sphinx. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le Sphinx ne peut plus respirer, le Sphinx ne peut plus exsuder cette infection qui est la sienne, et les experts mondiaux s'accordent à reconnaître à 99% de chance la mort du Sphinx pour les années qui vont venir. Ceci est la dernière, non pas restauration, mais je dirais enquête menée sur le Sphinx pour voir la gravité des dégâts. Eh bien, je dois vous dire que la gravité est telle que les porte-paroles donnent au Sphinx un maximum de 40 ans de vie encore avant que la pierre se désagrège complètement. Il est quand même triste de vous admettre d'avoir vécu 44 siècles à être fouetté par les vents du désert et à être détruit par les immondices humains. C'est un drôle de destin pour un dieu. Toujours est-il donc qu'avec le Sphinx de Gizeh, nous allons quitter le plateau même et donc continuer notre programme. Je vous ai montré la première pyramide de la 3e dynastie, celle de Djeser à Saqqara. La dernière de cette 3e dynastie, la pyramide de Wi à Maïloun. Puis nous avons vu en montant l'apogée des pyramides avec Khéops et Mykélinos à Gizeh. Retour maintenant à Saqqara pour aborder les 5e, 6e dynasties. C'est donc l'époque de Userkaf, 5e dynastie, Pépi, 6e dynastie. Et j'aimerais que vous constatiez que les pyramides connaissent une décadence radicale et formidable qui les amène à n'être plus du tout des pyramides, mais véritablement des taupinières. Alors, il est le fait que l'Égypte a réussi à cacher dans ses textes et dans ses sources cette lente décadence de l'image royale, grignotée de plus en plus par l'avidité des nobles, ce dont je vous parle pour la 3e fois, cette fameuse raison de l'écroulement de l'ancien empire. Donc les textes ont réussi à le cacher. Mais pour un observateur un tout petit peu attentif, les monuments ne le cachent pas. Je veux dire, les dernières grandes pyramides parfaites sont les toutes premières pyramides de la 5e dynastie. Et puis tout d'un coup, on constate que les rois n'ont plus la force, n'ont plus les moyens, n'ont plus peut-être même l'énergie de construire des choses formidables pour leurs ancêtres de 4e dynastie. Les pyramides deviennent de plus en plus petites. Elles sont construites avec des blocs de plus en plus petits. Elles seront même pour finir faites de tout venant recouvert d'une mince pellicule de pierre appareillée. Tout cela ne résistera même pas au millénaire, même pas au siècle, et les pyramides vont petit à petit devenir ce que vous avez là, c'est-à-dire des espèces de collines qu'on a bien de la peine à deviner en tant que pyramides. Comme par exemple la Saqqara, celle que vous avez vue ici, elle appartenait au roi Oulas, ou pire encore, celle que vous avez ici, alors vraiment même plus une taupinière, c'est à peine une motte, c'est la pyramide du roi Téti, toujours à Saqqara. Ou encore pire, cette 3e, que vous pouvez chercher en vain, elle n'existe strictement plus. C'est la pyramide de Pépi II, toujours à Saqqara. Donc alors ça, je dirais, c'est la décadence totale, il n'y a plus rien. La pyramide même a disparu. Alors, j'espère qu'au moins cela vous garderez. C'est-à-dire qu'à travers l'ancien empire, l'idée même du tombeau royal est toujours restée la même, la pyramide, pour répondre à cette merveilleuse symbolique solaire que je définis au tout début, que nous voyons apparaître la pyramide chez Djeser et monter au contraire rapidement à son apogée sous Khéops et Mykélinos,
Puis ensuite, littéralement, c'est passé, alors c'est passé complètement pendant les 2 dernières dynasties. Et ce que maintenant je vais vous montrer, parce que ça qui est intéressant, c'est qu'en quittant le monde des rois et en abordant le monde des nobles, nous allons voir qu'au contraire, les premiers tombeaux modestes des premières dynasties deviennent de formidables sépultures luxueusement ornées, si luxueusement ornées qu'elles sont plus belles et ont coûté plus cher que les pyramides même des rois. Ce sont les fameux tombeaux énormes. Donc vous allez assister, au fond, au phénomène inverse de celui que je viens de brosser, descendre des grains même, je dirais, de l'image royale dans les dernières dynasties, et au contraire, alors, établissement à un niveau divin, je dirais, des grands fonctionnaires et des grands nobles de l'Égypte. Nous quittons donc maintenant le monde des rois, et nous allons nous astreindre un moment à connaître ceux qui servaient les rois. Alors, ceux-là, on les appelle dans nos livres, en règle générale, les nobles. Vous me permettez de dire que je n'aime pas du tout cette appellation-là, parce que l'idée même de noblesse, au fond, n'existait pas en Égypte. Si on entend tout au moins par noble un certain nombre de titres et de biens qui se transmettent jalousement de père en fils, alors les Égyptiens n'ont jamais été des nobles. En ceci que, un homme est choisi par le pharaon pour occuper une fonction donnée. L'importance de cette fonction donnée est son titre de noblesse. Mais cela ne veut surtout pas dire que son fils va bénéficier de cette même fonction. Autrement dit, il n'y a en Égypte qu'une noblesse de fonction qui se limite en fait à la carrière d'un personnage. Si cela c'est la noblesse, alors nous pouvons parler de noble en Égypte. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont les grands serviteurs de la couronne, les grands serviteurs de l'Empire. Et, chose assez extraordinaire, je vais commencer par vous montrer quelques visages d'une divine beauté, vous pourrez les mettre au pied des trônes des rois. Je vous ai montré les vigies tout à l'heure, pour vous souvenir, si je veux dire. Le premier que je vous montre, il appartient exactement à l'époque de Djéser. Nous savons qu'à cette époque-là, 3e dynastie, 2778 avant Jésus-Christ, à cette époque-là, en fait, seul le roi était véritablement sûr de son éternité. Le reste, les civils, espéraient qu'au fond, le roi les traînerait avec lui vers l'éternité. Mais il n'y avait quasiment pas encore de tombeau à qui n'était pas roi, ou tout au moins membre de la famille royale. Et Djéser a fait 2 exceptions. Il a concédé à son compagnon de toujours, Imhotep, le droit de creuser son tombeau à Saqqara et au pied même de sa pyramide, tombeau que nous recherchons depuis plus d'1 siècle, mais jusqu'ici en vain. Et il a concédé au bras droit de Imhotep le même droit. Et ce tombeau-là, le tombeau du bras droit, nous l'avons trouvé. Ce bras droit, chef des scribes de Memphis, qu'il s'appelait Éziré. Et il a eu un tout petit mastaba à Saqqara, dans lequel on a trouvé un tout petit certable, recouvert de tout petits bas-reliefs de bois. Mais enfin suffisamment agrandissable pour que je puisse vous montrer un des portraits que nous ayons désiré. C'est un des premiers portraits d'un être non royal dans l'histoire de l'Égypte. Donc vraiment, à ce moment-là, le statut des nobles est encore extrêmement bas. Bas quant à la taille, mais pas bas quant à la qualité, parce que c'est un des portraits les plus intenses que la sculpture égyptienne nous ait légué indubitablement. En 4e et en 5e dynastie, déjà, les nobles sont si sûrs de leur importance et de leur privilège qu'ils ne se contentent plus de petits bas-reliefs de bois. Il leur faut maintenant des statues de pierre, des statues même de pierre polychromées, des statues de pierre polychromées à leur taille et parfois même dépassant leur taille, autrement dit des colosses. Et voici le cas d'un personnage qui a été d'une importance clé au début de la 5e dynastie. Il s'appelle Ti. Il était si important dans les lois de l'État qu'il était presque le suppléant de Pharaon à Memphis et dans le reste de l'Égypte. Sa nomenclature de titres totale comporte 68 titres qui montrent qu'il était omniprésent dans le monde de l'armée, dans le monde de l'administration et même dans le monde des temples. Voilà donc ce type, un des premiers tout grands puissants de l'histoire de l'Égypte. En voilà un qui fut son contemporain, qui est certainement beaucoup plus petit noble que Ti, mais qui est tellement beau comment ça, le portrait, je ne pouvais pas vous le montrer, c'est celui qu'on appelle populairement le maire du village ou le cheikh el-Beled. Il s'appelait Ka-Aper. C'était quand même un homme d'importance puisqu'il était le chef des scribes qui était chargé de faire rentrer l'impôt dans les normes de Basse-Égypte. Au fond, c'est un percepteur d'impôt que vous avez devant vous. Mais si génialement traité par l'artiste dans le bois, que vous voyez que pour la première et la dernière fois dans l'histoire de l'art, un double menton peut devenir poétique. Voilà donc cette image du chef el-Beled, orgueil des collections du
musée du Caire. Avançant dans le temps et vous montrant des visages qui, à mon avis, sont de plus en plus beaux, parce que ça, c'est un des visages, à mon avis, les plus graves, les plus introspectés qu'on puisse imaginer, je vous présente un troisième personnage. En quatrième, je vous ai montré déjà Désiré, puis Ti, puis Ka-Aper. Vous voilà maintenant devant Météti. Météti règne à la fin de la 5e dynastie, et on peut parler de régner, puisque lui a 66 titres dans sa nomenclature funéraire. C'est donc aussi un homme qui a été une sorte de véhicule d'Égypte. Et même, il a été tellement préoccupé par la largeur, je dirais, de ses pouvoirs, qu'une seule statue funéraire ne lui a pas suffi. Il en a voulu plusieurs, 5 au total, où il prend 5 visages différents. Il y a la statue dans laquelle il est vraiment administrateur, celle où il est chef d'armée, celle où il est prêtre, et c'est celle que j'ai choisie ici, etc., etc. Donc oui, il a démultiplié, si j'ose dire, sa propre personne, tellement il était conscient de l'immensité de ses charges. Alors, la plus belle des 5 statues de Météti, c'est celle que vous avez sous les yeux maintenant, c'est un bois avec des yeux incrustés, comme vous pouvez le voir. La statue dans son entier, miraculeusement conservée d'ailleurs, mesure 71 cm de hauteur. C'est donc vous dire que ce visage-ci mesure 6,1 cm de hauteur. Et vous voyez, il supporte fatalement un agrandissement digne de Ramsès II, tellement en fait le visage est génialement traité par l'artiste. Cette œuvre, qui est aussi une des plus belles œuvres en bois de toute l'histoire de l'Ancien Empire, est conservée à New York, mais au musée de Brooklyn, par le et c'est certainement le joyau d'ailleurs du musée de Brooklyn. En tout cas, ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, puisque nous avançons dans le temps, depuis Désiré jusqu'à Météti, nous avons passé la 3e aux portes de la 6e dynastie déjà, c'est l'importance grandissante, je le dis bien, de ces nobles, qui sera responsable, et nous l'avons dit déjà, de la chute des empires. Mais je voulais vous montrer maintenant aussi quelques visages plus anonymes, parce que tout simplement nous avons les sculptures, mais nous n'avons pas les noms des personnages, et pourtant cette idée merveilleuse et implacable de l'éternité est aussi vivace, je dirais, dans des œuvres comme celle-ci, comme par exemple le scribe accroupi du Louvre. Nous ne savons pas qui il a été, nous savons par la grandeur de son mastaba qu'il a été non seulement scribe, mais certainement chef des scribes au nom du roi. Toujours est-il qu'un artiste prodigieux, génialissime, a signé cette fameuse statue. Vous savez d'ailleurs, et là je vous laisse juge, vous savez d'ailleurs que dans le besoin que nous avons d'authenticité, on vient de passer le fameux scribe accroupi du Louvre à une nouvelle restauration qui a enlevé les polychromies falsifiées du 19e siècle. Alors voilà le scribe accroupi tel que vous le connaissez, du moins je pense, et voilà le scribe accroupi tel que vous le connaîtrez. À vous de choisir, mais moi j'avoue que je l'aimais mieux sans acné juvénile. Ce scribe accroupi du Louvre, qui est certainement l'un des plus intenses que l'on ait jamais sculpté, se devait être balancé par son collègue, si j'ose dire, du Caire. Voilà donc le même personnage, un personnage de même rang, un rang immensément haut auprès d'un roi, tout aussi anonyme ce personnage-là, mais nous savons au moins qu'il a régné au temps de Pépi Ier. Donc c'est exactement un contemporain de Kagemi. Exactement. Un autre contemporain de Kagemi est tout aussi anonyme, ne nous est plus gardé en mémoire que par cette tête que vous avez là, qui m'a paru intéressant de vous montrer aussi parce que nous avons vu jusqu'à présent des visages extrêmement idéalisés, des visages extrêmement sublimés, je dirais. Et je trouve extrêmement intéressant de voir que celui-ci, dans son réalisme un peu plus brut, dans sa mâchoire un peu plus terrienne, montre une autre dimension du génie égyptien, mais une dimension extrêmement intéressante elle aussi. Et je voulais simplement finir par ce qui me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre dans cette fameuse sculpture dite civile, c'est-à-dire dans ceux qui ne furent pas rois, mais au service des rois. Voilà ce buste de calcaire, recouvert d'un petit millimètre de stuc permettant d'accrocher cette polychromie, le buste en calcaire du prince Ankh, encore un contemporain exact de notre Kagemi. Et ce buste extraordinaire, plus vivant que la vie elle-même, est aujourd'hui conservé au musée de Boston. Vous voyez donc que les colonies égyptiennes aujourd'hui se sont vraiment ramifiées à travers notre planète entière. Alors tous les gens que je vous ai présentés, depuis Désiré en 3e dynastie jusqu'à ce Ankh de 6e dynastie, tous ces gens-là ont donc petit à petit, si je veux dire, mis sur pied l'idée d'éternité, donc ils ont mis sur pied aussi l'idée de tombeau. Ils se sont fait des tombeaux. Comme
les rois, en effet, ils doivent avoir une statue qui leur permette de servir leur maître. Comme les rois, ils doivent avoir un nombre de références qui leur permettent en quelque sorte de rester sur ce plan de l'ici-bas. Et leur mission est donc de reposer dans ces tombeaux au pied même de leur roi. Donc, quand vous avez une pyramide, vous pouvez être sûr qu'en creusant autour de la pyramide, vous trouverez les tombeaux de ceux qui ont servi leur roi. C'est ce qu'on appelle les mastabas. Alors, vous le savez, bien entendu, un mastaba, c'est en quelque sorte une reproduction pour l'éternité de ce qu'a été la résidence, ou si vous préférez la maison, dans le temps fini de la vie, c'est-à-dire dans l'ici-bas. Les maisons, les nobles, comme celles des rois d'ailleurs, étaient construites dans l'Égypte ancienne en briques non cuites. Et bien entendu, pour que les murs en soient bien assis, on les construisait à redans, ça asseyait le mur, et on vivait par son pont terrestre. Bien. On mourait, on rentrait dans l'éternité, fatalement son tombeau, on le voulait à l'image, mais sublimé de l'ici-bas. Donc on faisait reproduire la même maison, ou presque, mais on la transcrivait en pierre. La pierre est un vaisseau d'éternité. Donc c'est dans la pierre qu'on va cacher son éternité. Ainsi est née cette fameuse notion de mastaba qui est tellement importante. Le mastaba, c'est le tombeau d'un noble de l'ancien empire construit à la ressemblance d'une maison, ayant en quelque sorte la fonction même de maison avec sa porte, comme vous le voyez ici, ses redans sur le mur, comme vous le voyez ici, son balcon de premier étage, comme vous le voyez ici, toujours. Et le mastaba comporte en son intérieur des couloirs, des salles de service, je dirais même des salles de réception, vous allez jusque-là dans la comparaison d'image, groupées autour d'une salle centrale et principale que nous avons depuis Champollion, la chapelle, chapelle, si on veut. Je vais peut-être mieux le mot naos, c'est moins impliqué, si vous voulez. Alors, au centre du mastaba est le naos, et ce naos est un endroit importantissime puisqu'il est marqué principalement par une sorte de niche où vous voyez apparaître le mort. En fait, il ne faut pas que vous preniez ça pour une niche, c'est une porte par laquelle apparaît le mort. Autrement dit, le naos est un lieu magique, au sens le plus propre du terme, sacré en tout cas au sens le plus évident du terme, qui est le lieu où l'ici-bas où nous sommes peut rencontrer l'au-delà, qu'il est lui. C'est le lieu où les âmes peuvent rencontrer le vivant. En quelque sorte, la porte que vous avez là marque l'exacte dimension, ou l'exacte séparation de la dimension de l'ici-bas et de la dimension de l'au-delà. Et dans tous les mastabas de l'Ancien Empire, il y a toujours cette fameuse porte devant laquelle on prie, si vous le voulez, de façon à espérer que l'élan de sa foi va apporter de la lumière à celui qui est de l'autre côté. Alors, cette lumière, les Égyptiens l'ont admirablement traduite. Vous savez qu'en effet, l'âme du mort qui est perdue là-bas, mais qu'on appelle pour qu'elle revienne, qu'on appelle pour qu'elle travaille, qu'on appelle pour qu'elle collabore avec les vivants, cette âme du mort qu'on doit, au fond, séduire pour qu'elle reste un peu dans l'ici-bas, cette âme du mort va pouvoir vivre donc les merveilleux bas-reliefs que les artistes de l'Égypte ont tracés sur toutes les parois des salles et des couloirs de tous les mastabas d'Égypte. Et je serais prêt de vous faire une forme d'hypothèse qui est peut-être un tout petit peu romantique, mais que je crois quand même assez juste, à voir tous ces mastabas de l'Ancien Empire, à voir ce qu'on a représenté sur les murs, c'est-à-dire ces domaines admirables, avec un détail admirable, cette liesse dans le travail, cette joie dans les danses et dans les fêtes. Je me demande un peu si ce n'est pas une façon, je reprends l'image de tout à l'heure, de séduire l'âme de ces morts et de les retenir un peu près de soi. Je me demande donc si, au fond, le génie qu'ont développé les tailleurs de bas-relief de l'Ancien Empire ne visait pas essentiellement, au fond, à regrouper les âmes des ancêtres en une sorte de sacré collège qui, au fond, complétait le sacré collège des rois au fond de leur pyramide. En tout cas, tous les mastabas de l'Ancien Empire, à Saqqara, à Gizeh, à Dachau, à Kaloum et partout, sont ornés de bas-reliefs. Et vous savez qu'on retrouve de bas-relief en bas-relief un peu toujours les mêmes scènes, je dirais. L'Égyptien est un terrien, il l'était déjà à l'époque de Khéops, il l'est encore aujourd'hui. Autrement dit, la vraie noblesse égyptienne, c'est la possession de la terre. On aime la terre en Égypte, on l'a toujours aimée en Égypte. Donc, ce que ces nobles veulent, ce n'est pas des scènes où on les voit avec le roi dans une salle de palais, ça peut leur en chaud. Mais par contre, leur champ, leur domaine, leur troupeau, leurs bœufs, leurs âmes, tout cela est représenté avec une espèce d'amour extraordinaire. Donc dans tout Mastaba, vous avez, comme
par exemple, les bœufs que l'on amène à la Bodwa, ce détail est tiré du mastaba de Ptahhotep à Saqqara. Dans tout mastaba, vous avez ce moment où le troupeau de bœufs et de vaches doit passer un gué, comme par exemple ici dans le mastaba de Ti à Saqqara. Dans tout mastaba, vous avez aussi la basse-cour, et à cette époque-là, vous le savez peut-être, la grue était un animal de basse-cour, comme aujourd'hui dans tous les canards. Et ici, vous avez donc tiré du mastaba de Ptahhotep le cortège de grue, le troupeau de grue, amené à son enclos. Et dans tout mastaba, on voit aussi les ateliers. C'est-à-dire ce qui se passe dans ou autour de la maison, comme par exemple les ébénistes sont en train de préparer le mobilier du maître. Donc, j'aimerais simplement, ça c'est tiré du mastaba de Neveruka, j'aimerais simplement vous constater ceci, j'ai piqué maintenant dans les mastabas les plus célèbres, Ti, Ptahhotep, Neveruka, ceux qui sont toujours cités à l'appel, 2-3 scènes qui simplement vous montraient l'iconographie générale de ces mastabas, c'est-à-dire ce bonheur d'Égypte, ce bonheur de la terre d'Égypte, ce bonheur de labourer la terre d'Égypte, ce bonheur d'enrichir et d'engraisser la terre d'Égypte, qui est vraiment une des préoccupations fondamentales de l'ancien empire. Ce qui fait que maintenant, je n'ai strictement plus qu'une chose à vous montrer, c'est le mastaba de Kageni. On est complètement affolé quand je vous dis, c'est déjà tard. Oui, mais rassurez-vous, le mastaba de Kageni est un petit mastaba et il est aux 3/4 détruit. Vous allez voir ce qu'il y a de plus beau. Alors, je resitue maintenant juste mon Kageni. Kageni est donc un très haut fonctionnaire de la fin de la 5e dynastie et du début de la 6e dynastie, absolument contemporain de l'Aïn-Petit Ier. Il a servi les derniers rois de la 5e et le premier roi de la 6e. Son poste était le poste de vizir, c'est-à-dire une sorte de ministre, pourrait-on dire, et il a joigné à ce poste de vizir plus de 30 titres parmi les titres les plus importants de la cour égyptienne. C'est donc un personnage de tout premier plan. Il était d'ailleurs l'absolu collègue de son voisin d'éternité, Menemuka, ceux d'entre vous qui sont allés à Saqqara et qui auraient eu, je dirais, la chance au moins de voir le mastaba de Menemuka, n'avaient que 10 mètres de plus à faire et ils étaient chez Kageni. Alors, nous y entrons maintenant. La porte d'entrée est marquée, comme vous pouvez le voir, de son effigie sur la gauche, avec les hiéroglyphes de son nom, Kageni, et même bas-relief naturellement représenté sur la croix, avec toujours les hiéroglyphes de son nom. Donc, le linteau nous le montre dédoublé en quelque sorte, entrant dans sa tombe. Il s'agit là une fois de plus de le piéger à proprement parler. La porte elle-même est surmontée par un grand linteau bizarrement rond, mais pas bizarrement du tout, puisqu'il est donc en fait le store de natte que l'on pouvait rouler au-dessus de la porte ou dérouler lorsqu'on le roulait chez soi, dans son intérieur, tout simplement protégé de la chaleur. Naturellement, la mort étant une peine, le rouleau est monté, et sur ce rouleau, vous retrouvez de nouveau l'hiéroglyphe du nom même de Kageni. L'un des premiers bas-reliefs qui nous accueille, maintenant nous sommes dans le tombeau, est un bas-relief curieusement très connu. Je dirais, tous les touristes qui viennent en Égypte, et permettez-moi, les pires touristes qui viennent en Égypte, connaissent ce bas-relief, même s'ils ne sont jamais sortis de leur piscine au Hilton. Parce que ce soit à l'aéroport, que ce soit devant le musée du Caire, que ce soit devant les boîtes de nuit, ou que ce soit à la piscine du Hilton, on leur aura vendu la carte postale ou la version sur papyrus, ou que sais-je encore, de ce que l'on appelle pompeusement The Egyptian French Cancan. C'est donc ce fameux The Egyptian French Cancan. Voilà. Alors, vous saurez maintenant, on vous le vendra, parce que ce ne sera pas la piscine quand même. Allez à sa carte, ça vaut mieux. Vous saurez quand on le vendra, en fait, c'est la pire insulte qu'on puisse faire à ces danseuses que vous appelez des cancanistes, car ce que vous avez sous les yeux est bien une scène de danse, mais c'est une scène de danse extraordinairement sacrée, c'est une scène de danse extraordinairement lente et hiératique, c'est une sorte de danse incroyablement solennelle, puisqu'en fait on ne l'exécutait de toute une vie qu'une fois, et mieux, le jour où on vous mettait au tombeau. La danse que vous avez sous les yeux est donc une danse de funérailles. En fait, nous savons qu'au cours de la célébration des funérailles, au fond, on mimait, en quelque sorte, par les cérémonies religieuses, l'extraordinaire passage d'une âme de la dimension de l'ici-bas à la dimension de l'au-delà. Et l'Égyptien avait cette idée, au fond, l'au-delà était la continuation de l'ici-bas, mais que
des fourrés impénétrables de lotus et de papyrus occultaient l'autre monde. Il fallait donc que l'âme, libérée du corps, ait le courage de traverser ces lotus et ces papyrus impénétrables pour arriver, au fond, dans ces plaines regorgeantes qui étaient les plaines de l'après. Et les danseuses que vous avez là, qui étaient prêtresses, bien entendu, mimaient en quelque sorte le balancement des lotus et des papyrus. C'était donc une danse extraordinairement lente, extraordinairement hiératique et rythmée, bien entendu, de chants et de mélodies particulièrement sacrées. Vous voyez qu'on est quelque peu au rebours du fameux Egyptian French Canton. Alors, ce qui est assez extraordinaire, on va plus de détails de l'une de ces danseuses, ce qui est assez extraordinaire, c'est de constater que certainement pour chaque mort, on pourrait dire pour chaque mort, on exécutait devant la tombe cette danse, mais que 2 seulement des Égyptiens de l'Ancien Empire ont éprouvé le besoin de la graver dans leur tombe. Et que 10 millions sont vendus chaque année aux Texans, aux Italiens, aux Brésiliens, au Roi des Siciles. Alors, je veux dire, là, il y a quand même une espèce de nouveau, d'injustice de l'histoire que vous pouvez donc réparer. Au moins que vous ayez vu l'original de ce bas-relief et que vous sachiez où aller le trouver au besoin. Ceci donc est à l'entrée. Et au cœur du mastaba, il y a tout simplement la fameuse stèle post-porte. On en a parlé il y a un instant, la porte de passage entre une dimension et l'autre. Et vous remarquerez que cette stèle post-porte est marquée d'un certain nombre de montants. Sur chacun de ces montants, on trouve l'image de notre Kageni. Et peut-être que vous avez l'œil déjà assez fait au hiéroglyphe pour reconnaître les 3 hiéroglyphes qui composent son nom. K, les 2 bras levés, Den, Ibis et N qui représentent le fil de l'eau en quelque sorte. Peut-être vaut-il la peine de traduire ce nom en français, parce que c'est un merveilleux nom. Cela veut dire celui qui a trouvé son âme. Ou si vous préférez, alors là c'est de la glose ou presque, celui qui a trouvé la vraie nature de son âme, celui qui a trouvé le vrai sens de son âme, et donc de sa vie. Un nom difficile à porter, mais un nom que Kageni semble avoir porté avec beaucoup de grandeur. Et l'essentiel des bas-reliefs qui suit, c'est en fait ce qui va de la danse de tout à l'heure à la stèle post-porte, c'est-à-dire des registres et des registres et des registres de porteurs d'offrandes les uns à côté des autres, comme bien souvent dans les mastabas de l'Ancien Empire. À cette différence peut-être que ces porteurs d'offrandes de Kageni sont plus beaux et les offrandes elles-mêmes sont plus poétiques, je dirais, que presque partout ailleurs. On voit très souvent des petits veaux, mais j'ai rarement vu 2 petits veaux jouer dans ces 2-là. Ça, c'est déjà quelque chose qui signe, j'ose dire, le génie de celui que j'appelle le maire de Kageni. J'ai souvent vu apporter des canards au nord, mais un panier de canardons comme celui que vous avez là, je n'ai quasiment jamais vu, et je trouve de nouveau d'une poésie très, très, très remarquable. J'ai souvent vu apporter des lotus, mais rarement posé sur un panier de fruits avec autant d'élégance que ceci. Donc, ne serait-ce que pour ces quelques porteurs d'offrandes, le voyage en valait la peine. Mais, si j'ose dire, vous n'avez rien vu. Parce que ce qui va suivre, c'est juste le dernier mur. Et alors là, il est absolument certain que celui qui a travaillé à ce dernier mur, ça n'est pas le chef de chantier d'élégance, je dirais son génie à Gezer, c'est le chef de chantier travaillant au mur lui-même. Je veux dire, quand il s'agissait de concevoir une tombe aussi importante qu'a été la tombe de Kageni, un artiste choisi avait naturellement à sa disposition toute une série d'élèves qui travaillaient avec lui. Et je dirais que la plupart des mastabas sont le plus souvent exécutés sur l'idée d'un maître avec le ciseau des élèves. Dans la tombe de Kageni, c'est exactement cela. La plupart des bas-reliefs sont l'idée d'un maître, et un maître plein d'idées, plein d'humour, même parfois, vous l'avez vu, vous allez le revoir, et l'exécution est faite par les élèves. Sauf un mur, le mur auquel je vais consacrer, je crois, quelque chose comme les 25 dernières diapositives, après ça, vous irez dormir en paix. Et vous allez voir là un saut de qualité vers le génie qui est absolument indicible. Je veux dire, c'était déjà très beau ce qui a précédé, mais ce qui va suivre est littéralement divin. Et on sent vraiment le bonheur, le plaisir, l'extase que ce maître avait à appréhender la pierre. Pourtant, les histoires qui sont racontées sont aussi bêtes que dans les autres mastabas. J'ai une vache, elle revient des champs, il faut que je la traite, et voilà, ça donne ceci. Vous voyez, la traite d'une vache, tout simplement. Grave problème quand on a une vache et qu'on la traite, c'est le veau, bien entendu. Parce que les veaux n'ont qu'un désir, comme chacun sait, souvenez-vous, c'est de ramasser les filles de leur mère et par là même de priver le fermier. Alors voilà un petit veau qu'on est en train de chasser à coups
nettement décidé qu'il irait au pied de sa mère. Mais oh horreur, un petit veau a réussi à s'accrocher au pied de sa mère, vous le voyez sur la gauche, et regardez le coup de pied généreux comme une femme de marcher en les blancs. Alors, on a souvent dans les mascarades égyptiennes des scènes d'étape. On a souvent des scènes de traite, mais jamais on a vu, et jamais on le reverra ailleurs, à Sakata notamment, une vivacité, un humour et, je ne veux pas m'empêcher de dire le mot, une tendresse comparable à l'aversion que vous avez sous les yeux. Écoutez, quand je pense qu'on a très entendu depuis des siècles et des siècles que l'art égyptien était un art parfaitement hiératique, parfaitement droit, parfaitement immobile et qui répétait ses formules sempiternellement, j'aimerais montrer à tous ceux qui ont écrit ça la gestuelle du coup de pied que vous avez là, parce que c'est franchement dit d'une vie et d'un radicalisme tout à fait étonnant. Si c'est ça le hiératisme, alors j'accepte le hiératique jusqu'à la fin des jours. Un tout petit peu plus loin, toujours à l'étable, je vous fais glisser vraiment de gauche à droite, un tout petit peu plus loin. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer le petit mot, ce qui est tellement joli. Je veux aussi vous montrer un coup de pied, parce qu'il est sérieux. Alors, un tout petit peu plus loin à droite, disais-je, il y a une scène encore absolument adorable. Il est évident que quand une truie disparaît, ces petits cochons crèvent. Ou alors, il y a une solution, c'est naturellement de les nourrir soi-même. Et vous assistez à cette scène-là. Regardez, c'est un petit cochon qui est certainement privé de mère et qu'on est en train de nourrir en lui insufflant le lait dans la bouche. On va bien le balayer, on va souffler le lait dans la bouche. Et quand on y regarde de près, regardez là, on voit tout. Pour la première et peut-être pour la seule fois dans l'art de l'Égypte classique, on voit un sculpteur apprenti à rendre le remplement de la joue gonflée de lait. Je pense que tout à fait le constater, on le voit parfaitement bien. Eh bien, une scène comme celle-ci signe de nouveau le génie très particulier de cette narration, toujours à la limite de l'amusant et de l'anecdotique de notre maître de Kageni. Quant au reste, vous n'avez qu'à voir la beauté des mains, vous n'avez qu'à voir la beauté du rendu de chaque chose, même de cet adorable petit cochon, pour vous rendre compte que c'est vraiment une forme menteur. Mais en plus, il y a cette vie extraordinaire. Maintenant, nous avons vu le registre de l'étable, il ne nous reste plus qu'un registre de ce fameux lieu. C'est celui qui a trait à la pêche. Donc vraiment, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le dernier mètre 40. Vous avez l'étable au premier étage, la pêche au rez-de-chaussée. Et nous n'avons plus le rez-de-chaussée à contempler. Comme dans tous les mascarades de l'Ancien Empire, Kageni a donné une place d'importance à l'eau et au mythe de l'eau et aux occupations de l'eau. Le Nil est tellement important pour les Égyptiens. Alors on y va pêcher, bien entendu. Alors il y a les grands pêcheurs de Kageni, ça c'est les pêcheurs du Seigneur, qui sont exquisément ennuyeux d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Le maître s'est beaucoup plus amusé avec les petits pêcheurs, on doit presque dire les braconniers du Nil. En effet, ceci est une grande barque, la barque officielle que vous avez là. Tandis que ceux-là, c'est des toutes petites barques traitées au bas de mon fameux rez-de-chaussée. C'est tout en bas du registre. Et regardez comme les personnages sont représentés immédiatement, et on le voit, avec plus de vivacité et une recherche beaucoup plus grande, comment on dit ça, vie dans chacune de leurs attitudes. Et alors on va les suivre, parce que les détails sont absolument prodigieux, et donc là, chapitres ils sont uniques dans l'art égyptien, toujours par cette notion de vie affirmée et en même temps d'humour vraiment admirablement exploité. Regardez, on vient de voir maintenant la poupe de la barque avec celui qui en tenait l'aviron, et voilà la proue. Et à la proue, vous voyez un pêcheur avec une sûreté de geste formidable, on sent qu'il est né sur sa barque et qu'il mourra d'ailleurs, peut-être pas dans très longtemps parce qu'il est déjà très chaude, c'est très rare en Égypte, ne serait-ce que ça, la représentation d'un chauve. Mais je voudrais vous montrer dans les détails, voilà le visage. Là aussi, il y a une intensité dans ce visage qui est étonnante. Là aussi, je me suis amusé. 3,9 cm de hauteur, le visage. Voilà. Et je vous parlais de la sûreté de main. Regardez avec quelle aisance il est en train de poser sa masse. Et une masse alimentée avec une telle précision, je dirais, qu'on pouvait la reconstruire absolument de rien. Jusqu'à l'objet est représenté par ce maître de Kageni avec un souci de justesse qu'aucun autre sculpteur de l'Ancien Empire n'avait à ce point. Il n'est d'ailleurs pas seul, le poseur de masse sur cette barque. Son voisin est en train, lui, de pêcher à la traîne, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire une corde, et vous avez peut-être remarqué dans l'entier, 5 hameçons. Mais je voulais absolument vous montrer le geste de la main qui retient la traîne, et on sent qu'il laisse la corde qu'il est, mais pas complètement. Si peu que ce soit indiqué, on sent quand même le poids des doigts sur la corde d'une façon qui est vraiment bouleversante, je peux dire. Vous dire que les pêcheurs ont
procédure habitée d'un tilapia, c'est-à-dire les poissons préférés des cadres égyptiennes de cette époque-là. Alors c'est la pêche miraculeuse, bien sûr. Et donc ces petites pattes, on voit comme ça au bas du bas-relief, nous avançons de la droite à la gauche, en rendant juste un petit hommage au passage à de minuscules, donc c'est quelques centimètres aussi, créatures qui peuvent les fourrer au bord même du Nil, grenouilles menaçant une libellule, comme vous avez ici, ou alors sauterelles, comme celle que vous découvrez maintenant. La sauterelle fait 4,5 cm de longueur. J'espère que vous n'agace pas avec les centimètres, mais la dynamisation est tellement formidable sur ces écrans que de temps en temps, il n'est pas trop mal de rappeler ce qu'est l'échelle véritable. Alors, donc, les grenouilles, les sauterelles, les pêcheurs, à droite, nous continuons à avancer, nous vers la gauche, et il se passe tout d'un coup, dans cette histoire très calme et très sereine, quelque chose de grave. Regardez la barque que nous avons devant nous, bon, il y a bien sûr quelqu'un qui essaye de pêcher, mais tellement. Et puis devant lui, le conducteur de la barque, avec ce geste très curieux, la main devant la bouche. Alors là, je vous donne une petite explication. Vous êtes certainement tous allés une fois ou l'autre dans un pays d'Afrique du Nord, et vous avez certainement tous une fois ou l'autre vu des gens s'engueuler en Afrique du Nord. Nous, quand on s'engueule, on se sépare, c'est très occidental, on établit une distance. Quand un arabe engueule un autre arabe, non seulement sa voix n'est pas assez forte pour faire la figure de l'insulté, mais encore on accompagne l'insulte par la main, c'est-à-dire on prend l'insulte dans sa propre bouche et on l'envoie sur l'autre. Vous avez dû voir ça une fois, c'est tellement typique. Si vous êtes allé à Luxor et vous avez voulu monter sur une calèche et qu'un autre caléchier avait décidé que, et bien ça va rater, ils ont parlé du métier de leur père et de leur mère, mais toujours avec le fameux accompagnement. Eh bien, ce geste qui existe encore aujourd'hui existait déjà en Égypte ancienne. Et je vous le prouve, le personnage devant est en train d'insulter ce que vous ne voyez pas encore à gauche, que vous allez voir au moment. Vous allez me dire comment je le sais. Tout simplement, il y a qu'à lire les hiéroglyphes. Aussi simple que ça. C'est une tradition qui est polie, bien entendu. Nous sommes chez des gens bien. Mais enfin, il est en train d'attraper celui qui est en train de causer un accident. C'est bien une collision en fait que nous avons. Alors, ce geste de main est tellement extraordinaire, et du coup, je vous ai amené le détail, c'est trop beau, on se prépare à ça. Et regardez maintenant celui qu'on est en train d'insulter, c'est-à-dire tire-toi de là, tu vois bien que tu gênes, regardez celui-là, il est impassible sur son bateau, comme si rien ne se passait. J'aimerais simplement vous faire remarquer une chose, est-ce que vous avez vu la tension des muscles de l'épaule qui montre à quel point il essaye de se contenir. Et en fait, celui-là doit dire, ne vous énervez pas, il se passe quelque chose d'important. Et en effet, il se passe quelque chose d'important. C'est la dernière chose que je vous montre. Maintenant, pourquoi cet appel au silence? C'est tout simplement qu'on est à un moment grave de la journée. Nous sommes à l'aube, les troupeaux ont été aux champs la nuit entière et on les ramène maintenant à la ferme. Comme la marche est un peu longue pour les petits veaux, et bien les petits veaux, on les porte sur le dos, comme vous pouvez voir. Et le détail est tellement joli, je vais vous le montrer. Le petit veau, pas vraiment d'accord, mais quand même un peu. Et le bouvier, finalement, commence à halter. Ça se sent un petit peu marqué. Et alors, ce porteur de petits veaux précède un personnage que vous avez vu d'ailleurs, avec un gourdin comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie tout simplement de faire passer le troupeau par un gué. C'est l'éternel passage de gué. Alors, nous voyons donc l'eau est représentée, il y a d'ailleurs un poisson dedans. Et regardez maintenant les admirables successions de têtes déboutées qui avancent comme ça pour le gué. Alors, tout simplement, maintenant, toute la scène, j'espère, se reconstitue devant vous. Quelque part dans le Nil profond, les pêcheurs leur traînent, leur nagent, leur truc et bougent. Et puis tout d'un coup, ils arrivent partent sur la barque de celui qui conduit le troupeau. Et c'est celui-là qui dit, taisez-vous, nous passons un troupeau. Et il faut faire silence, parce que si les vaches prennent peur, vous imaginez un peu la catastrophe. Et alors regardez, et ce sera ça au fond, le moment que je voulais vous montrer, le moment de jointoirement des deux scènes. Voilà, tout à droite de la diapo, celui qui, par sa sérénité même, appelait les autres au calme. Et regardez, il protège en fait l'autre du port de la barque. Et celui-là tient un petit veau. La traîne hors de l'eau, mais les papates arrière gigotant, on espère qu'il va hurler d'horreur. Donc, sa pieuse mère, comme c'est le rôle de toutes les mères, se rue à son secours, et les autres qui ont le sens de l'ordre suivent
Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Donc maintenant, je pense que ça vous permet de reconstituer la scène dans son entier. Nous sommes à un endroit où un troupeau est en train de passer à quai. Un bateau a le privilège et en même temps la responsabilité de tenir le fameux petit veau qui hurle et qui permet le passage. Eh bien, voilà celui qui est responsable du veau. Et là, vous retrouvez celui qui tout à l'heure appelait à la tranquillité. Autrement dit, c'est ce bateau-là qui crée l'accident, mais l'accident vaut mieux que de perdre un troupeau. Donc vous voyez, les deux scènes se lient parfaitement par le cri de celui de la barque sur votre droite et la paix et le silence qui règne sur la barque qui est sous vos yeux maintenant. Alors on va voir juste le petit veau hurlant vers sa mère d'ailleurs se ruant à ses côtés, comme il est bien entendu, et puis surtout, je voulais vous montrer le fameux berger qui le retient, avec quel soin d'ailleurs. J'aimerais vous faire remarquer, et je l'ai déjà fait, la tendresse, je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps toute l'attention des gestes pour que le petit veau hurle, oui, mais pas trop. Et je voulais vous montrer ce détail qui est tellement joli. Vous avez vu cette espèce de curieuse, dirait-on, pièce de vêtement. Eh bien, ce curieux objet qui marque l'épaule du personnage nous permet de vous dire même l'heure à laquelle se passe cette scène. Et ça, c'est très propre aussi à cet amour éperdu et tendre du détail qu'a le maître de Kagemini. En effet, ce que vous voyez autour de l'épaule du personnage, c'est tout simplement son lit de camp. C'est en effet une nappe de papyrus roulée qu'il ramène à la maison. C'est la nappe sur laquelle il a passé la nuit à surveiller ses bêtes en pâture. Nous sommes donc tout simplement au lever du jour. Alors voilà la présence donc de cette fameuse nappe qui aide à se rendre compte du temps dans lequel se passe l'œuvre. Et je voulais vous remontrer, parce qu'un peu ça boucle le cycle, je dirais, à nouveau ce visage à la fois souriant, amusé et pourtant ô combien attentif du personnage. Ce qui fait que maintenant que nous avons fait le tour de ce mastaba de Kagemini, que nous avons vu la formidable adresse de ce maître, la formidable inventivité de son langage, la formidable tendresse de son âme, je crois ne pas hésiter à risquer une phrase grotesque. Le maître de Kagemini, c'est un peu le Fra Angelico de l'art égyptien. Je trouve les mêmes qualités de tendresse, les mêmes qualités d'humour aussi, que nous retrouvons dans certaines des très belles de Fra Angelico. Toujours est-il que sur cette phrase risquée, nous arrivons à la conclusion. Je vous ai présenté ce soir l'un des plus grands domaines de l'histoire de l'Égypte, l'Ancien Empire. Les bas-reliefs de Kagemini se devaient juste d'être prolongés par deux objets trouvés dans les mastabas de Saqqara qui vous montrent ce que devaient être les mobiliers funéraires qui illustraient au fond de tels reliefs. Voilà un panier d'osier transcrit en albâtre, exactement contemporain de Kagemini. Il est aujourd'hui au British Museum de Londres et c'est certainement un des plus beaux albâtres taillés que nous ait légué l'Ancien Empire. Et deuxième et dernier document, une merveille absolue, c'est un vase en forme de cœur. Le cœur était le siège de l'âme pour les Égyptiens, ne l'oubliez pas, taillé dans une sœur améthyste, juste agrémenté d'une petite collerette en or, retrouvé également tout auprès du mastaba de Kagemini, orgueil aujourd'hui du musée de Berlin. Et sur ce cœur,